et bienvenue sur les chaînes parlementaires. Après des semaines consacrées à l'élection présidentielle, place cette fois aux législatives, émission spéciale, législative hebdo, toujours avec Aude Morakini. Bonjour Oui, Aude. toujours, bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et au programme cette semaine, le coup d'envoi officiel de la campagne des élections législatives. Plus de 6000 candidats. À gauche, 24 ministres sont candidats. À droite, certains craignent de ne pas retrouver leur siège. Les 10 et 17 juin, les Français devront élire 577 députés. L'un est Premier ministre, l'autre aurait voulu l'être. Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry jouent l'unité et l'apaisement. Ils ne se quittent plus et font assaut d'amabilité. Objectif, donner une majorité à François Hollande. Pourtant, si on en croit les journaux, Martine Aubry ne porte pas le Premier ministre dans son cœur. Eux avaient promis d'attendre la fin des élections législatives avant d'en découdre. Jean-François Copé et François Fillon ont sorti les couteaux en vue de 2017. Il n'y a plus de leader naturel à l'UMP, déclare l'ancien Premier ministre, attaqué. Le secrétaire national du parti réplique et demande l'union et le rassemblement. Et avec nous pour commenter l'actualité, Jean-Christophe Cambadélis. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 20e circonscription de Paris depuis 1997 et 16e par les miracles du redécoupage électoral, elle est donc devenue la 16e circonscription dans laquelle vous vous représentez. Il y a en tout 16 candidats qui se présentent dans cette circonscription, mais avec un score de plus de 67% de François Hollande. La présidentielle, autant dire que c'est une élection quasi assurée. Oh là là, vous savez, les élections sont J'attendais jamais cette assurées. réponse. Il faut se battre jusqu'au bout et je suis dans mon arrondissement comme d'habitude et je fais du porte-à-porte, je rencontre les Français et nous discutons de ce que va être le changement. Elle a vraiment commencé cette campagne? Vous la sentez bien, Non, il y a un peu un espèce de faux rythme là. On a été occupé par la composition gouvernementale et les médias ont parlé, ce qui est bien normal, de chaque ministre. On s'est tourné après sur le parcours réussi à l'international et en Europe de François Hollande. Et puis après, au moment où on allait se lancer, il y a eu cette bagarre au sein de l'UMP qui a focalisé l'attention. Et donc on a un peu l'impression là que c'est pas mis en place. C'est difficile de passer d'une campagne nationale au tout local en moins d'une semaine quasiment? C'est assez difficile. On a encore en tête les grands meetings, les musiques de ces meetings. C'est assez difficile, oui. C'est assez difficile. Jean-Christophe Cambadélis, est-ce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui, vous êtes candidat à la direction du Parti Socialiste le jour où Martine Aubry décidera de partir? C'est pas tout à fait le moment. On va pas faire à gauche ce que on va pas montrer le spectacle que nous montrent M. Fillon et M. Copé. Donc tout le monde connaît les desiderata des uns et des autres et on verra ça en temps. Mais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Oui, pardon. Je m'en suis pas caché. Ça m'intéresse, mais c'est pas le problème du moment. Alors on va passer au lundi. Vous savez, c'est le lancement officiel de la campagne des élections législatives. Ils sont 6591 candidats pour ces élections, parmi eux 24 nouveaux ministres qui risquent de perdre leur poste au cas de défaite. Jean-Marc Ayrault les a bien avertis. À droite, les anciens ministres, eux, peuvent être inquiets. Certains, et pas des moindres, pourraient ne pas retrouver leur siège au Palais Bourbon. Les explications de Marie Labatte. Avant-jour du premier tour, la classe politique est en ordre de bataille. À gauche, il s'agit désormais de s'imposer pour constituer une majorité. À droite, il faut alors à tout prix éviter une vague rose à l'Assemblée nationale. Pourtant, dans plusieurs circonscriptions, triangulaires ou dissidences rendent la victoire loin d'être acquise. C'est le cas par exemple dans l'Aisne, pour l'ex-ministre du Travail Xavier Bertrand, ou encore pour Nadine Morano à Toul. Situation plus problématique à Meaux, pour le secrétaire général de l'UMP Jean-François Copé, qui pourrait alors voir contester son actuel leadership sur le parti. Au gouvernement, la consigne du Premier ministre a également été très claire. Impossible de rester ministre en cas de défaite. Il s'agira alors pour des députés sortants comme Aurélie Filippetti ou Pierre Moscovici de conforter leur siège. Idem pour celle qui brigue le perchoir de l'Assemblée. Ségolène Royal s'attaque à La Rochelle avec face à elle une candidature PS dissidente. Enfin, il s'agira pour 3 anciens candidats à l'élection présidentielle 2012 de réussir leur 3e tour. Problème, à Pau, François Bayrou a réuni 2 fois moins d'électeurs qu'en 2007. Et à Hénin-Beaumont, c'est Jean-Luc Mélenchon qui affrontera Marine Le Pen pour acquérir une bonne fois pour toutes la légitimité du vote ouvrier. La bataille des circonscriptions est donc ouverte.
Jean-Christophe Cambadélis, la règle qui veut qu'un ministre défait aux élections législatives ne peut pas retrouver son poste, est-ce qu'elle est juste cette règle? Je la trouve sévère. La jurisprudence Jospin, puisque c'est Lionel Jospin qui avait commencé dans ce sens, c'est lorsqu'un ministre qui est candidat dans une circonscription de droite perd, il reste, mais quand il est dans une circonscription de gauche et qu'il la perd, bah évidemment, il s'en va. Parce que quelque part, évidemment, parce que si vous lancez à la conquête, je pense par exemple à Stéphane Le Foll, il se lance à la conquête de la circonscription de Monsieur Fillon. Le ministre de l'Agriculture. Bon, ministre de l'Agriculture. C'est une circonscription quand même de droite dans la Sarthe. Moi, je crois que je pense qu'il va gagner, mais s'il François Hollande est arrivé en tête au deuxième tour de d'élection mais présidentielle. on ne va pas juger là-dessus, on juge sur les élections législatives. Donc je trouve ça un peu sévère. Est-ce que vous comprenez ces ministres qui ont préféré ne pas se lancer dans la bataille? On pense à la nouvelle porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, ou encore d'autres députés en titre, Bernard Cazeneuve par exemple, ou encore bien d'autres, on ne va pas tous les citer. Je crois qu'à partir du moment où on leur a dit si vous perdez l'élection législative, vous ne serez plus ministre, ils ont évidemment réfléchi à deux fois. Surtout, Najat Belkacem était dans une circonscription qui n'était pas tout à fait gagnable. Pour elle, c'est peut-être difficile, mais prenons le cas par difficile. exemple, du ministre des Affaires européennes, Bernard Cazeneuve, député sortant. Député sortant, mais qui voulait, il avait déjà annoncé, faire en sorte qu'il y ait une nouvelle promotion au sein de sa circonscription. Donc là, c'est des cas un peu particuliers. Donc c'est plutôt sain aussi, c'est le renouvellement de la vie politique. Oui, c'est le renouvellement de la vie politique. Ça me paraît, même si c'est sévère, ça me paraît bien normal. Alors moi j'ai une question. Vous auriez été ministre, député, vous seriez allé sur la campagne législative? Vous auriez combattu? Comme vous avez la gentillesse de dire que ma circonscription tournait autour de 67-68, j'aurais peut-être été... pas un grand risque. Pas de risque, vous seriez allé quand même sur cette campagne. Oui, bien sûr. À votre avis, on a plus de légitimité gouvernementale avec un mandat ou pas? Avec un mandat, c'est-à-dire d'avoir été élu au suffrage? Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Je crois que c'est l'ensemble du gouvernement qui a une légitimité s'il y a une majorité. Et c'est bien ça le sujet du jour. Et c'est ça qu'il faut expliquer aux Français. L'enjeu, c'est vraiment là la manière dont on va pouvoir mettre en mouvement le changement. Et d'un mot, ces ministres de droite, ces anciens ministres qui pourraient ne pas retrouver leur poste, en tout cas leur poste de député en cas de lourde défaite, c'est aussi là aussi un renouvellement de la vie politique qui pourrait avoir lieu, en tout cas un nouveau paysage à droite? C'est le débat classique dans une démocratie. Vous êtes au pouvoir, vous vous présentez devant vos électeurs vous sanctionnent ou vous sanctionnent pas. Ça, il n'y a pas là quelque chose d'anormal. Allez, on va parler du cas Jean-Luc Mélenchon. À l'occasion de la date officielle de dépôt des candidatures, le leader du Front de gauche est reparti sur les terres d'Hénin-Beaumont, où il est candidat, on le sait, face à Marine Le Pen. Objectif, se faire connaître et accepter dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais dans laquelle il s'est parachuté. Paul Bouffard. C'est officiel, Jean-Luc Mélenchon est candidat aux législatives dans le Pas-de-Calais. Avec mon petit bouquet de fleurs, j'ai l'air d'un marié là. Pour le Front de gauche, l'homme se lance dans une nouvelle croisade face à Marine Le Pen. Il l'attaque dans son propre fief. Ici, la patronne du FN avait recueilli 25,5% des voix au scrutin présidentiel. À ceux qui l'accusent de parachutage, Jean-Luc Mélenchon répond. Elle tente, elle a le droit d'essayer de me délégitimer, elle qui est le commandant du premier bataillon de parachutistes politiques du pays. Celui qui ici est à sa place, c'est moi. J'ai des racines de 15 km dans le sol. Voilà. Merci, à tout à l'heure pour ce tour à Rouvroy. Premier pas pour une nouvelle campagne. Dans les rues de Rouvroy, au cœur de la 11e circonscription et du bassin minier, l'accueil est plutôt bienveillant. Si ça vous fait plaisir de me voir, je fais demi-tour pour vous toucher la main. Il est marqué attention au chien. Ah non, mais il est enfermé dans la cour. Vous allez bien, monsieur Mélenchon? Merci, monsieur. Oui, je vais bien. Et vous? Ça va, ça nous fait plaisir de vous voir par chez nous. Ah, c'est gentil de me dire ça. Parce qu'il y en a qui disent que je ne suis pas à ma place et tout ça. Eh bien, si, je suis à ma place. Ah, mais non, vous y êtes parfaitement, il n'y a pas de souci. Ici, Jean-Luc Mélenchon n'avait recueilli que 11,5% des suffrages au premier tour de la présidentielle. L'homme doit faire ses preuves, passer du national au local. Maintenant, il faut voir s'il va passer. Finalement, vu qu'il y a beaucoup qui demandent après lui, quoi. On se demande ce qu'il fait là. Voilà. Je crois qu'il est proche des gens, ça fait un peu comme François Hollande. Il peut venir du sud ou n'importe où, s'il a un bon programme, je vote pour lui, quoi.
Front contre front, Le Pen contre Mélenchon. Jusqu'au 17 juin, la circonscription d'Hénin-Beaumont sera la petite finale de la présidentielle. Et dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais, il y a 14 candidats dont on va voir la liste. Ça va être une élection show, une élection spectacle, très certainement. Est-ce que ce côté front contre front, ce côté spectacle n'est pas un peu dangereux? Ce n'est pas le cœur de la législative. C'est un des aspects, je dirais, c'est un des détails de la législative. C'est pas le cœur, parce que le cœur de la législative, c'est est-ce que la gauche aura une majorité et quelle sera la place du Parti socialiste dans cette majorité. Parce que sans une majorité au Parlement, on ne peut pas changer le pays, on serait dans le cadre d'une cohabitation où on verrait les mêmes revenir. dans cette circonscription. Dans cette circonscription, le candidat socialiste n'a plus guère ses chances, Philippe Kemel. Attendez, ce n'est pas dit, ce n'est pas fait, encore une fois. L'élection, c'est un peu dommage. D'abord, on aurait pu être prévenu, on aurait pu en discuter. C'est un peu dommage parce que nous engageons un processus. Aucune annonce. Ça a été fait dans votre dos, finalement? Dans notre dos, je dirais pas ça, mais je crois que Jean-Luc Mélenchon, ça lui arrive, ne s'est pas embarrassé de discussions avec le Parti socialiste. C'est un peu dommage. Bon, pourquoi? Parce que dans cette circonscription, il y a un travail qui a été fait de renouvellement dans une circonscription où on a eu quelques déboires précédemment. Donc il y a un renouvellement qui a été fait avec quelqu'un du terrain qui mène un combat de reconstruction de la gauche et du Parti socialiste. Et c'est un peu dommage de voir ce travail sur le terrain détruit par une arrivée médiatico-politique. Est-ce que vous diriez, par exemple, que c'est une erreur de la part de Jean-Luc Mélenchon d'avoir remis le Front National au centre du débat, en tout cas sur cette circonscription? Je ne dirais pas que c'est une erreur, mais c'est un risque. C'est un risque dans le sens où on avait réussi, après la présidentielle, à mettre un petit peu de côté Marine Le Pen, malgré le résultat qu'elle avait eu lors des élections présidentielles, où elle avait distancé Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu un risque dans cette campagne de vouloir polariser là face à Marine Le Pen, qui sait qu'elle serait battue d'ailleurs. Elle est battue que ce soit par le candidat socialiste ou par le candidat du Front de gauche. Alors vous lui reprochez, en filigrane, de ne pas vous avoir averti de sa candidature. Il vous reproche l'inverse, c'est-à-dire de ne pas avoir assez négocié, d'avoir été assez ouvert à la négociation avant le dépôt des candidatures. Alors, soit il n'est pas au courant, soit il a la mémoire qui flanche. Car les socialistes ont discuté et avec le Parti communiste et avec le Parti de gauche, qui est le parti de Jean-Luc Mélenchon, mais dans une situation qui est un peu paradoxale, où Jean-Luc Mélenchon, le Front de gauche et le Parti communiste ne nous demandaient pas d'accord. Ils ne demandaient pas d'accord, de réservation, comme pour les écologistes, d'une circonscription. Donc c'était un petit peu compliqué. Le débat, c'était les circonscriptions où il y avait un risque que la gauche ne soit pas présente au second tour. Ils envoyaient plus de 100, on envoyait une petite dizaine. Donc évidemment, là... Mais vous le regrettez, le fait qu'il n'y ait pas d'accord, ou peu importe? Non, mais peu importe, c'est la tradition du Parti communiste depuis 1977. Ils ne font pas d'accord avec le Parti socialiste autour d'un programme. Est-ce que ça veut dire, Jean-Christophe Cambadélis, qu'il faudra, après ces législatives, avoir des ministres communistes au gouvernement ou pas? On peut le souhaiter, mais c'est à eux de décider. Je crois qu'ils ne sont pas dans cette optique à première vue. Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il n'y avait rien à faire dans cette galère. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous présentons un candidat socialiste dans cette circonscription, parce que nous voulons soutenir l'action du gouvernement. Et il se murmure quand même au Parti socialiste qu'en cas de victoire assez large lors de ces législatives et d'une majorité assez large aussi à l'Assemblée, vous n'auriez pas besoin des communistes au gouvernement. Bon, je n'ai pas entendu ça dans ce n'est pas venu jusqu'à vos oreilles. Couloirs de Solferino. Mais bon, c'est pas à nous de décider en lieu et place. Je crois que Jean-Marc Ayrault a voulu un gouvernement rajeuni, féminisé et très ouvert. Après les élections législatives, s'il le décide, il y aura une discussion évidemment entre les partis et avec le Premier ministre. Mais ça, c'est à eux de voir, c'est pas à nous de décider. Ça dépendra des résultats. Alors, on va passer au mardi maintenant, quand Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault jouent l'unité. Ne se quitte plus, ou presque. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et la première secrétaire du PS, Martine Aubry, s'affichent côte à côte pour lancer la bataille des législatives. Leur rivalité rangée au placard, en tout cas en apparence. Tous deux insistent sur l'importance de disposer d'une large majorité parlementaire et mettent en garde contre le risque d'une cohabitation. C'est ce que nous explique Mounir Soussi.
On les disait rivaux pour obtenir Matignon. On les retrouve côte à côte à l'Assemblée nationale pour lancer la campagne des élections législatives. Devant les députés socialistes et les caméras, Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault sont les meilleurs amis du monde. Jean-Marc est un exceptionnel maire de Nantes. Je reçois d'ailleurs une exposition de Nantes actuellement à Lille et qui va aller exposer à Nantes. Et quand on dit qu'on n'est pas ensemble, main dans la main, y compris dans nos villes, on cherche vraiment des choses qui n'ont pas lieu d'être. Nous avons réfléchi ensemble sur la manière de mener cette campagne. Et elle l'a dit, et tu l'as dit très bien et très précisément. C'est ensemble que nous allons tenir des meetings. C'est ensemble que nous allons mener cette campagne. Et c'est ensemble que nous allons animer le débat public aujourd'hui et demain aussi. Le gouvernement et le parti coordonnent leurs efforts pour la campagne. Les ministres devront se déplacer en priorité dans les circonscriptions les moins favorables à la gauche. Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault se rencontreront tous les mardis matins pour faire le point. Quelques minutes plus tard, rue de Solferino, la première secrétaire présente le dispositif de campagne du parti, avec en tête d'affiche les recalés du gouvernement Ayrault. Harlem Désir devient coordonnateur de la campagne, avec 3 porte-paroles, Guillaume Bachelet, David Assouline et Charlotte Brun. Une fois de plus, vous serez peut-être déçus, mais ça se passera bien. Voilà. En tout cas, comptez sur moi pour que ça se passe le mieux possible. La maire de Lille doit quitter la tête du parti entre les élections législatives et le prochain congrès, à l'automne, mais elle refuse encore d'en dire plus sur la date exacte de son départ. Jean-Christophe Cambadélis, je vous voyais regarder cette image assez intéressante autour de Martine Aubry. Vous ne figurez pas sur cette photo de famille. Pourquoi ? Parce que c'est la logique institutionnelle du Parti socialiste. Ah, d'accord. Il ne faut pas voir de raison politicienne derrière tout ça. Non, surtout pas. Sûrement pas. D'accord. Harlem Désir coordonne l'activité du Parti socialiste, donc il coordonne la campagne. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Et puis il y a 3 porte-paroles excellents. Alors parlons à présent de cette campagne des législatives, en tout cas pour le Parti socialiste. Je pense que je vais connaître votre réponse. Tout va dépendre des résultats, vous allez nous dire. Mais c'est tout de même pas la même chose si le Parti socialiste arrive à avoir une majorité absolue ou relative. Tout peut changer, évidemment. Tout à fait, tout à fait. C'est un des enjeux, ça n'a pas échappé à l'UMP, ils veulent nous empêcher d'avoir à la fois une majorité relative, bon, ce serait la cohabitation, mais aussi une majorité absolue. Moi, je suis favorable, il faut dire les choses assez nettement, je suis favorable à ce que la gauche ait une majorité absolue le plus haut possible et que dans cette gauche, le Parti socialiste soit le plus haut possible pour pouvoir gouverner dans un rapport de loyauté avec le gouvernement et le président de la République. Ça deviendrait trop compliqué avec vos nouveaux amis, avec les écologistes notamment, avec qui vous avez signé un contrat de mandature ? Ce n'est pas compliqué. Évidemment, si c'était le cas, on pourrait s'y adapter. Mais dans un moment de crise que nous vivons aujourd'hui, il faut être en capacité de prendre des décisions rapides, fortes, nettes. Et je crois que pour cela, il faut que la majorité le soit aussi. Alors, on parlait des écologistes. Là. Ça coince un petit peu parfois au niveau local, notamment Arnaud Montebourg, qui est quand même ministre, qui soutient la candidate dissidente sur ces terres face aux écologistes. Vous lui dites quoi ? Je lui dis qu'il a tort. Un peu de discipline. Je pense qu'il a le droit d'avoir un jugement. Il était en désaccord avec la décision de la direction du Parti socialiste. Mais là, en ce moment... il s'occupe du redressement de la France sur le plan industriel. C'est un travail essentiel. Nous nous occupons du redressement du Parti socialiste et de la gauche. Donc que chacun laisse les uns et les autres travailler dans une bonne entente. Si les écologistes ont un groupe, vous ne craignez pas qu'il soit difficilement gérable ? Vous savez, la gauche est toujours difficilement gérable. Oui. C'est toujours le cas ? Bien sûr, bien sûr. À gauche, on aime discuter et il y a souvent des polémiques. Et vous pourrez, à partir de là, faire beaucoup d'émissions sur les polémiques de la gauche. Donc un groupe écologiste, il faudra faire avec. Non, c'est mieux. Enfin, ça représente aussi
la société française et ses aspirations. Il faut prendre cela comme ça. Alors on va revenir un petit peu au rapport entre Martine Aubry et Jean-Marc Ayrault. Ils ont donc affiché cette semaine leur unité, mais ça n'empêche pas, vous le savez bien, les rumeurs de journalistes. Et c'est le Canard enchaîné qui donne cette information. Martine Aubry aurait expliqué ainsi sa volonté de ne pas participer au gouvernement. Je n'allais pas travailler sous les ordres de ce naze. Allusion au Premier ministre, démenti évidemment de la première secrétaire du Parti socialiste. On écoute. S'il y a bien quelqu'un qui a toujours tout fait pour unir la gauche et pour faire réussir François Hollande, je crois que c'est bien moi. Et je ferai la même chose pour faire réussir Jean-Marc Ayrault. C'était quoi? Un naze? Ouais. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est un naze qui a été? Ah bon? Eh ben non. Mais la médiocrité, le fond n'est jamais atteint. Hein, mais là, je crois qu'on va l'atteindre assez vite. Jean-Christophe Cambadélis, vous la connaissez bien, Martine Aubry, vous l'avez soutenue aux primaires socialistes. Elle est capable de prononcer une phrase pareille? Elle est capable de prononcer des phrases, mais ce n'est pas dans son vocabulaire. Naze, je ne l'ai jamais entendu Elle avait l'air de découvrir le mot. Oui, voilà, oui. Et d'ailleurs, on se voit un petit peu après, et elle nous pose la question, elle nous dit, mais ça veut dire quoi, naze? Bon, c'est pas du tout dans son vocabulaire. Quoi qu'il en soit, les relations entre Jean-Marc Ayrault et Martine Aubry, on ne va pas se le cacher, elles ne sont pas très bonnes non plus. Elles ne sont pas mauvaises. Hein. Là, on est en train de construire un roman. Bon, c'est normal, ça fait partie du jeu, mais ils ont travaillé ensemble pendant 5 ans, elle comme premier secrétaire, lui comme président du groupe. Et je n'ai jamais entendu de quoi qu'entre les deux. Jean-Christophe Cambadélis, Martine Aubry, il vaut mieux la voir à l'intérieur du gouvernement ou à l'extérieur? Martine Aubry, il vaut mieux la voir là où elle est, c'est-à-dire au niveau du Parti socialiste. Je parle, moi, en tant que militant socialiste, parce qu'on en a besoin à la fois pour gagner les élections législatives, et puis pas simplement. Il va falloir continuer la rénovation et elle va être très utile pour ça. Donc pas de cohabitation, c'est ce que vous voulez dire? Non, pas de cohabitation. De toute façon, ça n'existe pas sous la Ve République pour un parti majoritaire. C'est ce qu'on dit aussi. Il y a pas de... D'ailleurs, elle n'a pas accepté un poste ministériel. Vous connaissez ses ambitions pour la suite, ses désirs après... Pas du tout. Après Solferino. Elle n'a strictement rien dit, donc je ne peux pas... Est-ce qu'elle ira jusqu'au Congrès? Je pense, oui. Elle a l'air de dire qu'elle irait jusqu'au Congrès. C'est une très bonne chose parce que ça ne va pas être simple. Après, on a quand même des sujets majeurs. Il faudra tenir le Parti socialiste. Voilà, des sujets majeurs à traiter. Et je crois qu'elle a envie de mettre sur les rails une nouvelle équipe, le Parti socialiste en tous les cas, et puis de faire en sorte que, en fin de compte, il y ait tout un épisode qui soit complet. Elle a pris le Parti socialiste après Reims, dans l'état que l'on connaît. Elle a gagné les élections municipales, les élections régionales. Elle a porté un candidat à la présidence de la République. Elle va peut-être obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. C'est un parcours qui méritera applaudissements si elle s'en va à ce moment-là. Il faut donc qu'on lui réserve encore un poste important. Oh, surtout pas. Pas vous avancer. Alors, à droite maintenant, quoi de nouveau ce mardi? C'est surtout la guerre des centres qui émerge. Hervé Morin, président du Nouveau Centre, qui tient une conférence de presse avec Jean-François Copé, en profite pour tacler le numéro 2 de son parti. De son côté, le MoDem continue à faire bande à part. De quoi sera constitué le groupe centriste? Thomas Soulier n'a pas vraiment la réponse. Devant les caméras, il joue l'union sacrée. Morin, Copé, objectif législatif. Pour ces élections, l'UMP et le Nouveau Centre présenteront 2 tiers de candidatures communes. D'un côté, Jean-François Copé veut limiter la dispersion des voix à droite. De l'autre, Hervé Morin désire assembler au minimum 15 députés. Nous aurons largement de quoi former un groupe. Pour ma part, je n'écrirai pas cette page avec des hommes et des femmes dont l'ambition personnelle et le coup bas constituent l'essentiel de leur démarche politique. Voilà. Ça ne s'envisage même pas. Bonjour. Jean-Christophe Lagarde, numéro 2 du Nouveau Centre, qui lui aussi veut former un groupe avec l'appui de Jean-Louis Borloo et des radicaux. Face aux divisions au centre droit, le MoDem de François Bayrou tente de jouer l'union. Au total, 400 candidats se présenteront sous le label Le Centre pour la France. Mot d'ordre, l'indépendance et le rassemblement. Il ne faut ni être dans l'opposition systématique, ni être dans le soutien systématique, et que ça peut justifier la création d'un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale qui dise cela, qui représente cela. Rien n'est insurmontable. Je crois qu'au lendemain de l'élection législative, un certain nombre de députés seront élus dans une situation et dans une configuration qui fera qu'il faudra qu'ils se posent des questions sur comment
ils vont travailler à l'Assemblée nationale. Bayrou, Borloo, Morin, Lagarde, une querelle d'égocentristes qui est loin d'être finie. L'idée d'un groupe parlementaire commun est d'ores et déjà rejetée par tous. Quand vous voyez l'importance de ces divisions centristes, vous ne vous dites pas que ça aurait été bien de tendre la main, finalement, à François Bayrou, à ses candidats, de créer des alliances locales? Non, mais il faut d'abord tendre la main aux électeurs en leur disant qu'il faut que dans toutes les circonscriptions, ils élisent des députés qui défendent la politique de François Hollande et de Jean-Marc Ayrault. Vous savez, si on donne l'image d'une formation politique qui est en désaccord avec une autre formation politique, mais que pour des raisons d'arrangement, on retire notre candidat, etc., ces tripatouillages seront sanctionnés par les Français. Voilà. Ça peut être un signe d'ouverture aussi. Mais pourquoi voir forcément le mauvais côté? Mais pourquoi serait-il nécessaire d'avoir une ouverture politicienne alors qu'on a une ouverture sur les citoyens avec une majorité? Et il faut la confirmer au Parlement. Donc l'objectif, c'est d'avoir une majorité au Parlement. Après, on verra. François Bayrou dit également qu'on ne peut plus gouverner avec un seul parti, qu'il faut ouvrir et faire de l'alliance nationale, peut-être sans aller jusqu'à ce mot. Je ne suis pas sûr que les Français aient adoubé sa position politique. À l'évidence, ils n'ont pas vu dans cette posture la réponse à leurs problèmes. Donc, si on vous entend bien, Jean-Marc Ayrault n'aurait aucun intérêt à s'appuyer, par exemple, sur un François Bayrou, président d'un groupe du centre à l'Assemblée nationale, pour pouvoir vous aider pour plus tard. On en est loin. Sans faire de politique fiction, bien sûr. Bien compris le débat entre les différents, j'allais dire groupuscules, mais je ne veux pas être méchant, les différents groupes du centre, on est loin d'un François Bayrou étant lui-même réélu et à la tête de cette confédération des centres. Donc on ne va pas faire de la spéculation sur tel type de problème. Bon, alors on va passer au mercredi, Jean-Christophe Cambadélis, avec le deuxième conseil des ministres du gouvernement Ayrault. Au menu de ce Conseil des ministres, le social en tête de l'agenda de Jean-Marc Ayrault. Une concertation tout azimut est annoncée sur plusieurs sujets délicats, des retraites à la formation, en passant par les salaires et les conditions de travail. Une méthode qui se veut en rupture avec les sommets sociaux réunis en express à l'Élysée à l'époque de Nicolas Sarkozy. Les détails avec Jérémy Hartmann. Ils sont sortis de l'Élysée en fin de matinée après un long Conseil des ministres de près d'une heure et demie. Beaucoup de dossiers sur la table du gouvernement, à commencer par celui du calendrier social. Le 29 mai, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault rencontrera les syndicats et les organisations patronales. Objectif, jouer la carte de la concertation et préparer une conférence sociale qui devra se tenir avant le 14 juillet. Une conférence sociale qui traitera avec les partenaires sociaux de tous les grands sujets, retraite, emploi, compétitivité, lutte contre les plans sociaux. Mais le chantier le plus urgent du gouvernement reste celui des retraites. Elles devraient être ramenées à 60 ans pour les personnes ayant commencé à travailler tôt. Un décret sera publié d'ici 3 semaines. C'est ce qu'a annoncé ce matin le nouveau Premier ministre. L'engagement qui a été pris par le président de la République François Hollande, c'est-à-dire de corriger et de supprimer une injustice pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, par exemple des gens qui ont commencé à 18 ans et qui ont leurs 41 années de cotisation et qu'on oblige à travailler jusqu'à 43 ans de cotisation. Donc pour que ces personnes puissent partir à la retraite. Selon le chef du gouvernement, la mesure concernerait près de 100 000 personnes et coûterait 1 milliard d'euros. Bon, on voit bien le changement de méthode, mais est-ce une garantie de réussite pour autant? Vous savez déjà, le gouvernement gouverne. Non mais on a oublié ça, c'est-à-dire qu'avant tout était à l'Élysée. Là, Jean-Marc Ayrault prend les choses en main et il y a une situation où le président de la République inspire la politique gouvernementale, laisse le gouvernement gouverner. Déjà ça, moi je trouve que c'est très très bien et très important. Il n'y a pas de substitution vis-à-vis du Premier ministre, voire des ministres. Après, l'idée de réunir les partenaires sociaux pour discuter, même s'il y aura des discussions auparavant, c'est une bonne méthode. C'est une manière de faire
avancer positivement les choses, ça décrispe et cela permet un changement réussi. Oui, mais on ne peut pas dire que ça n'a jamais été fait. Ça s'appelait un Grenelle, c'est simplement un changement d'appellation. Pas tout à fait, parce que Nicolas Sarkozy avait cette tendance à faire venir les organisations syndicales. D'ailleurs, c'est pour ça que le débat social a été épouvantable à la fin, en leur disant bon, voilà ce que j'ai décidé. Chacun faisait sa petite déclaration et puis s'en allait. Là, on propose une véritable négociation. On connaît des points de vue qui sont des points de vue divergents. Sauf pour ce fameux décret sur le retour à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt. Ça, parce que c'est un engagement de campagne. Pas une concertation. Ça, c'est un engagement de campagne. À mon avis, il y aura quand même quelques concertations avec les organisations syndicales sur le sujet. Donc ce décret n'est pas défini, n'est pas encore. S'il y a 3 semaines, c'est qu'on veut, qu'on veut voir discuter avec les organisations syndicales. Mais le sujet des retraites sera à nouveau à l'ordre du jour lors de cette conférence. Alors, vous disiez que l'Élysée laisse le gouvernement gouverner, mais alors François Fillon a parlé du festival des couacs, hein, on a entendu. Il y a eu quelques propos un peu hâtifs entre Christine Taubira et la suppression des tribunaux pour mineurs, Vincent Peillon qui annonce la semaine de 5 jours à l'école sans concertation. C'est l'inexpérience ou c'est déjà la volonté d'exister avant un éventuel remaniement? C'est l'envie de bien faire. Voilà un gouvernement qui veut changer la France et qui veut la redresser. Donc ils sont dans leur ministère et ils ont envie de tout de suite que les choses bougent. Alors bon, il faut apprendre le rituel qui est celui du ministre. Là, ils sont encore un peu militants et pas tout à fait. Donc c'est l'inexpérience. Oui. Christiane Taubira, très attaquée notamment par la droite. On sait qu'au Bureau national, vous avez fait une proposition. Il vous semble que le Parti socialiste n'est pas assez monté au feu pour défendre le soldat Taubira? Ça a été fait depuis, mais j'ai trouvé ça assez particulier que M. Copé cible spécifiquement Mme Taubira dans toutes ses interventions et fasse un peu de cette dernière la figure emblématique de ce qu'il fallait réprouver à l'intérieur de la gauche. J'ai trouvé ça un peu étonnant. On critique son laxisme, son passé autonomiste, tout ça, c'est... Non, mais bon, de toute façon, il faut bien trouver des critiques pour essayer d'exister. Elle n'a pas encore commencé à travailler que déjà on la stigmatise. Alors un mot aussi d'Arnaud Montebourg, qui est condamné à 1 euro de dommages et intérêts pour avoir injurié les patrons de Cifrance et d'avoir traité d'escrocs. Il doit démissionner, à votre avis? Non, pour 1 euro et ce type d'infraction, non. Arnaud Montebourg a été sévère avec quelqu'un qui aurait fait cela, mais il aurait eu tort. Je crois qu'on ne peut pas décider à chaque fois de changer de ministre. François Hollande avait eu une phrase malheureuse, à votre avis, en disant que tout ministre condamné ne pourrait pas participer au gouvernement. C'était trop hâtif? Je pense que dans son esprit, c'était un petit peu... Il pensait, il ne l'a pas dit, donc je ne fais que l'interpréter. Il pensait à des gens, à des responsables comme M. Juppé, qui avaient été condamnés pour l'utilisation de l'argent public. Là, c'est autre chose. Jean-Christophe Cambadélis, vous-même avez eu des problèmes avec la justice. Est-ce que, donc cela exclut toute perspective pour un ministère en l'état actuel des choses? Est-ce que c'est une double peine pour vous? Non, ce n'est pas une double peine. Dans un moment que nous connaissons où les Français sont très confrontés à des difficultés économiques et sociales, ils aiment bien avoir une grande probité au niveau de l'État. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais ils se sont retrouvés dans des affaires à des moments donnés et il faut le prendre les choses comme cela. Et ça exclut donc toute possibilité? Ça exclut, à mon avis, rien du tout. Mais bon, pour l'instant, dans le moment, il y a une jurisprudence. Je ne suis pas certain qu'on me l'ait appliquée, d'ailleurs. Allez, on va passer au jeudi maintenant avec la guerre des chefs à l'UMP. Il n'a pas pu attendre la fin des élections législatives. En ce jeudi, donc, François Fillon affirme qu'il n'y a pas de leadership naturel à l'UMP depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Jean-François Copé n'a pas très bien pris, on s'en doute, cette interview au Figaro Magazine. Joachim Robb. Du conflit larvé à la guerre ouverte, déjà tendu pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, les relations entre Jean-François Copé et François Fillon virent à l'affrontement, duel à distance ce matin par radio interposée. Il ne peut pas prétendre être le leader de cette formation politique sans qu'il y ait eu un débat démocratique, sans que les militants soient prononcés. Chacun ses mots. Moi, les miens sont des mots
pour ce qui concerne mes amis et notre famille politique, qui sont tous des mots positifs et des mots de rassemblement. L'enjeu, lequel des deux hommes prendra le contrôle de l'UMP lors du congrès organisé à l'automne et donc le leadership à droite en vue de la présidentielle de 2017. D'ici là, il y a bien sûr les élections législatives, d'où ces appels à l'unité. Entendez-vous, débrouillez-vous, entendez-vous. Nos électeurs, en tout cas, veulent l'union. Nos électeurs veulent l'unité. Il y a des ambitions et c'est plutôt une bonne chose que d'avoir des responsables susceptibles d'exercer ces responsabilités. Ils sont suffisamment sages et suffisamment conscients de la situation pour donner ce sentiment d'unité que nous attendons. Un sentiment d'unité mis à mal ces derniers jours. La guerre des chefs ne fait que commencer. Les couteaux ont été sortis plus tôt que prévu. Vous regardez ça avec un sourire, visiblement. Oui, c'est normal. La droite se déchire après sa défaite. Mais ce que j'observe, c'est quand on lit l'interview de l'ancien Premier ministre, M. Fillon, somme toute, il dit qu'il n'y a pas de leader naturel. Bon, une formule que nous avons nous-mêmes employée en son temps au Parti socialiste. Oui, tout ça vous rappelle des choses. Bien sûr, il n'y en a pas, à l'évidence, de leader naturel. Mais ce qui est intéressant, c'est l'orientation. Il y a un débat d'orientation à droite. Entre M. Fillon qui dit qu'il faut retourner à une droite républicaine qui dégage l'espoir pour la France, enfin, une formule de ce style, et M. Copé qui veut continuer la politique de Nicolas Sarkozy. Donc il y a un débat stratégique. Est-ce qu'il faut revenir à une droite républicaine ou est-ce qu'il faut braconner sur le terrain du Front National? Entre Copé, qui veut revenir au pouvoir sur cette orientation, et M. Fillon, il y a quand même une différence. Vous qui connaissez très bien cette vie politique, qui est un expert, qui l'emportera, selon vous? On ne peut pas le dire aujourd'hui, mais je crois que... Vous avez une idée? Non, honnêtement, je n'en sais strictement rien. Je pense que dans ces cas-là, c'est plutôt un troisième homme qui vient faire la synthèse. En Et tout vous cas, voyez qui, à la Juppé, par exemple? C'est possible. François Fillon, en tout cas pour l'instant, dans les sondages, est largement devant Jean-François Copé. Mais la question quand même aussi, c'est qui serait finalement pour vous, socialiste, le meilleur rival en face? On prendra celui qui viendra. Parce que François Fillon, en tant que incarnant plus une droite sociale, risque d'être plus sur vos terres. Bon, écoutez, vous savez, on verra à ce moment-là, mais il faut plutôt se concentrer sur ce que nous allons faire au gouvernement que espérer prospérer sur les divisions de la droite. Est-ce que ça signifie pour vous la fin de l'ère Sarkozy? Oui. Nicolas Sarkozy a quitté le pouvoir. Il peut espérer y revenir, mais pour l'instant, il a quitté le pouvoir. Et c'est quand même une sanction sur une orientation politique et un bilan catastrophique. On va revenir quand même sur les législatives. François Fillon, pour vous, à Paris, c'est quoi? C'est un parachutage? C'est un parachutage dans une circonscription béton où il est sûr d'être réélu. Je crois qu'il avait très peur de se confronter aux électeurs de la Sarthe. On va revenir encore une fois à ces élections législatives, mais cette fois, on va parler d'une autre personnalité que vous connaissez également, à gauche, cette fois, bien sûr, Ségolène Royal. Elle a annoncé la couleur, elle veut la présidence de l'Assemblée nationale. Bien évidemment, elle doit d'abord être élue députée pour ça, un siège qu'elle avait abandonné en 2007. L'ancienne candidate à l'élection présidentielle se présente dans la première circonscription de Charente-Maritime, à La Rochelle. Elle aura fort à faire avec une dissidence socialiste, on va en parler avec vous, qui ne compte pas se laisser faire. Le reportage de Clémentine Maligorne. C'est ici qu'elle joue désormais son avenir politique, loin de Paris. Dans cette salle des fêtes de La Rochelle, Ségolène Royal fait son entrée en campagne. Première réunion publique avec son comité de soutien. Ah, ça y est, la campagne est faite. Hein. T'es une femme digne, t'as fait tout pour François, maintenant c'est tout pour toi. Ah ben voilà. Elle compte bien être élue dans ce fief socialiste et de là devenir présidente de l'Assemblée nationale. J'en ai la compétence et le talent et la raison. Voilà, et je pense que c'est aussi la parité, un homme au Sénat, une femme à l'Assemblée, voilà. Celui qui fait les frais de cette candidature, c'est lui, Olivier Falorni, 40 ans, ancien numéro 1 de la Fédération socialiste de Charente-Maritime. Depuis exclu de son parti, il dénonce aujourd'hui le parachutage de Ségolène Royal, investi en novembre dernier sans vote de la fédération. Les militants n'ont pas été consultés. Quand on parle à tout bout de champ de démocratie participative et qu'on fait interdire les élections, qu'on parle à tout bout de champ de non-cumul des mandats et qu'on prétend cumuler les présidences, qu'on parle en permanence d'ordre juste
et qu'on crée le désordre ici, et il est pour le moins injuste. Bien, je trouve que ça ne donne pas une bonne image de la politique. Bonjour monsieur. Olivier Falorni, lui, joue la carte de la proximité. Réunion en petit comité, entre voisins. Ici, le candidat peut compter sur quelques soutiens. Olivier, c'est quand même quelqu'un du cru. Olivier connaît tout le monde, il connaît tous les sujets. Alors bon, Madame Royal, c'est vrai que c'est quelqu'un de contact, bon, bien sûr. Mais au nom de ça, alors on doit tout admettre. Alors. Si Madame Royal est élue, elle est élue pour monter au chef supérieur. C'est-à-dire qu'en réalité, elle ne sera plus députée. Elle sera sur son tabouret, en train de tourner un peu la tête à droite pour dire silence, on vous écoute, et c'est tout. Et nous, qu'est-ce qu'on devient? C'est au Rochelet qu'il reviendra d'arbitrer ce duel socialiste. Entre leurs mains aussi, un destin politique plus national, celui de Ségolène Royal. Alors dans cette circonscription, 14 candidats se présentent, vous allez les voir s'afficher sur votre écran. Jean-Christophe Cambadélis. Alors, Ségolène Royal à La Rochelle, c'est pour vous un parachutage ou pas? Écoutez, un parachutage dans la région où elle est présidente, c'est pas un parachutage, faut pas exagérer. C'est pas ce que pensent les habitants. Hein. Si on les écoute, en tout cas, c'est pas leur avis. Certains que vous avez interviewés. Non, je pense que bon, d'abord, ces histoires de parachutage, moi, je pense que on est des élus de la nation et on devrait pouvoir se présenter à différents endroits. Mais bon, mettons de côté. Quand vous parlez de François Fillon, vous n'hésitez pas à parler de parachutage. Mais je dis qu'il a essayé. J'ai pas parlé. J'ai dit qu'il avait été confronté au fait que dans sa circonscription, il allait être sanctionné. Bon, mais admettons. Moi, je crois que, enfin, franchement. Ségolène Royal au Parlement, c'est nécessaire, c'est indispensable aujourd'hui. Pourquoi il l'avait quitté en 2007? Parce qu'elle était contre le cumul des mandats. Et donc c'est une très bonne chose. Présidence de la région, et elle n'avait pas voulu cumuler avec... donc ça veut dire quoi, qu'elle va quitter la présidence de la région? Après, on verra de toute façon. Il va y avoir une loi qui va s'appliquer, et donc chacun devra faire des choix. Elle fera sûrement un choix. Ségolène Royal, présidente de l'Assemblée nationale, vous la voyez bien? Ça c'est un autre débat, chaque chose en son temps, mais pourquoi pas? Enfin, le débat est clair. Apparemment, il y a eu un rapprochement avec François Hollande pour dire oui, je voudrais être présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il lui a accepté ou pas? Peut-être c'est un autre débat, mais... Vous savez, bon, ce genre Mais vous avez bien votre avis. Est-ce que ce serait une bonne figure pour l'Assemblée nationale? Une bonne personnalité? Ce serait une bonne figure pour l'Assemblée nationale, à l'évidence, mais il y en a peut-être d'autres, je n'en sais rien à cette étape. À gauche? Bah, évidemment, pas à droite. Non, mais qui à gauche comme personnalité? J'en sais rien, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres candidats avérés. Donc peut-être Ségolène Royal? Oui. Ce sera au groupe socialiste d'en décider. Un groupe qui peut être, là encore, oui, comme toujours, un peu frondeur, un peu, etc. Bon, vous reconnaissez à Jean-Marc Ayrault cette réussite-là, d'avoir réussi à fédérer un groupe socialiste pendant... Oui, mais c'est plus facile de fédérer dans l'opposition que dans la majorité. Dans l'opposition, vous êtes dans un combat par rapport à la droite, donc ce n'est pas les projets de loi de votre propre gouvernement que vous jugez, mais les projets de loi de vos adversaires. Là, il faudra quelqu'un qui soit à la fois diplomate, ferme, actif, réactif. C'est le poste de, je ne parle pas de la présidence de l'Assemblée, mais le président de groupe, c'est un poste stratégique. Et il y a déjà aussi, là aussi, de nombreux candidats, 4 selon en tout cas ce qu'on peut en lire dans les journaux. Vous avez un favori, vous? Vous savez, entre ce qu'on lit et ce qui est dans la réalité, il y a souvent des écarts. Je n'ai pas de favori, mais bon, on va en discuter. En tout cas, vous voyez déjà une personnalité émerger qui pourrait avoir donc un petit peu... je crois qu'il faut quelqu'un qui ait la confiance du Premier ministre, oui, et du Président de la République, et qui ait la capacité de tenir un groupe qui sera quand même assez important. Eh bien, cette émission est terminée. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'avoir été avec nous pendant ces 45 minutes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Législative Hebdo. Bonne semaine. Au revoir. Au revoir, Mickaël.